cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder sur cette chaîne. Je reprends. Voilà. Voyez, quand c'est mécanique, je reprends. Donnez le top. On fait ça, signal. 3, 2, 1. C'est parti. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de regarder votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo avec Floride. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les sujets, les principaux sujets à la une de l'actualité politique en RDC avec ces acteurs. Un des acteurs aujourd'hui qui est l'invité de cette émission, Henri Mutombo, acteur politique, chercheur en fiscalité, notre invité pour cette session de l'année 2025. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Floride, c'est à moi de vous remercier pour cet honneur que vous me faites de m'inviter en premier pour 2025. Et d'ailleurs, vous me deviez une émission parce que ce projet de chez Floride, on en a parlé, on en avait parlé avant qu'il ne soit lancé. Elle est payée aujourd'hui? Il était prévu que je sois le premier. Évidemment. Le premier invité, bon malheureusement ça n'avait pas été fait, mais bon, vous êtes rattrapé, c'est une bonne chose. Donc on a l'occasion de parler de la RDC, rien que de la RDC, notre pays. Exactement. Alors on va parler de la République, on va parler des aspects économiques évidemment, avec l'efficacité du gouvernement. On fera le point sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais commençons d'abord par le chef de l'État. Vous soutenez les actions du chef de l'État. On vous voit également très actif par rapport à ce qu'il fait au pays, en RDC. Nous avons commencé le premier mandat. On a commencé le deuxième mandat. Une année déjà, c'était au mois de janvier passé, qu'il avait prêté à nouveau serment. Et une année déjà passée. Quel est aujourd'hui votre regard sur la gouvernance avec le président Félix Tshisekedi? Monsieur Floride, vous savez, un acteur politique, quand il doit parler, quand il doit prendre la parole, ça doit être une occasion d'orientation. Ça doit être une occasion de parler de solutions. Ça doit être une occasion, effectivement, de proposer, effectivement, des voies à suivre. Ça doit être une occasion d'annoncer les résultats escomptés et ça doit aussi être une occasion de remise en question. C'est ça, un acteur politique conscient de la situation véritable de son pays pour lequel il se bat. Et mais donc, avec des faits. Avec des faits, effectivement. Le président Tshisekedi, vous savez, c'est depuis 2019 qu'il avait entamé son premier quinquennat. Et nous sommes aujourd'hui en 2025, donc il entame le deuxième quinquennat, donc c'est la poursuite. Alors, il faut retenir une chose, c'est à titre de rappel, parce que nous le savons, que quand il arrive au pouvoir, c'était l'instauration d'un état de droit. C'était ça son cheval de bataille, la lutte contre la corruption, et nous savons qu'il avait milité pour... l'état de droit. Voilà, il avait l'état de droit, il avait milité pour l'instauration de la gratuité de l'enseignement, et nous savons aussi que, en tant que socialiste... Avec un regard particulier sur le social. Rappelez-vous, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, tout à fait. Parce que, en tant que socialiste, parce qu'il faut le rappeler, qu'il est issu de ce monde socialiste, donc la gratuité de l'enseignement était l'un de ses chevaux de bataille. Donc aussi, on a vu
qu'il y avait l'ouverture de plusieurs chantiers en RDC, notamment dans cette partie de les PD 55 territoires, où on a lancé les activités de construction, des grands chantiers pour construire les écoles pour nos enfants, construire des routes, des hôpitaux et autres. Donc il y a eu également la gratuité disons, santé universelle. Santé universelle, ce oui. programme Ouais. de santé universelle qui prévoit effectivement l'octroi de la gratuité d'accouchement à nos mamans. Donc, aussi, il y a eu une mobilisation de recettes accrues. Il y a eu pas mal comment dire, il y a eu bien de choses qui ont été faites qui font qu'aujourd'hui, qu'on voit, malgré les difficultés qui sont inhérentes à l'humanité, C'est le même langage. Hein. malgré les difficultés inhérentes à l'humanité, Même les kabylistes l'ont dit. et nous sommes témoins Oui. d'une évolution, je dirais, positive du pays depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir jusqu'à ce jour. Donc, va falloir saluer cela et prêter main forte de telle enseigne que les choses ne puissent pas s'arrêter à ce niveau, mais qui est effectivement l'amélioration de ce qui avait été fait, qui est effectivement la perfection de ce qu'on pense faire et qui est effectivement, je veux dire, l'approfondissement de ce qu'on est en train de faire pour que cela soit, bien entendu, au bénéfice du peuple congolais. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que comparativement, on va mieux aujourd'hui qu'avec le régime Kabila. Bon, écoutez, j'ai toujours évité En la termes querelle. en termes de qualité de vie. Non, j'arrive. Oui, en termes de qualité de vie. J'aime. On ne va pas entrer dans un débat de basse échelle, Oui. mais j'aimerais savoir, en termes de qualité de vie, comparativement, on va mieux aujourd'hui qu'hier. Monsieur Floride, si vous posez la base, hein, la base fondamentale de votre interrogatoire de cette façon, on va perdre les gens. Parce que en 2000, Kabila est parti en 2019, il avait pris le pouvoir en 2021 par des conditions qu'on connaît, on ne va pas refaire l'histoire ici. Et donc, les choses évoluent. Nous sommes dans une société qui est constamment évolutive. Vous comprenez? En pleine Donc, il y a un mutation. dynamisme, il y a une mutation. Donc, on ne va pas dire, parce que je sais que derrière cette question, je ne dis pas qu'il y a un esprit mal tourné, non. Je vais juste dire, vous pouvez me donner un exemple pour dire, bah, écoutez, quand Kabila partait, le pain coûtait par exemple 200 francs, mais aujourd'hui il coûte 500 francs, mais vous oubliez la fluctuation économique, vous oubliez que les matières premières ont connu, vous oublierez. Mais la fluctuation économique est l'œuvre des acteurs politiques. Effectivement. Ça veut dire que le travail n'a pas été bon. Non, écoutez, le travail peut être bon, mais on ne peut empêcher que les chocs économiques mondiaux puissent impacter négativement ou positivement comment dire, votre économie à vous dans un espace bien précis. Donc, les faits endogènes et exogènes ne peuvent pas, effectivement, nous mettre à l'abri de tout ce qui est choc économique. Expliquez-nous en quoi cette évolution est positive. Messieurs Zantoto, rappelez-vous ici que les salaires, par exemple, des fonctionnaires de l'État ont connu une nette amélioration. Où? Dans la fonction publique. Les salaires des fonctionnaires de l'État ont connu une nette amélioration. Rappelez-vous ici que notre armée, parce que vous avez dit que nous allons parler de la sécurité, notre armée, moi, quand je venais, j'ai suivi, je crois, Général Ekenge, qui dit, ça faisait 30 ans, avant l'arrivée de Tshisekedi, notre armée n'avait pas de parachutistes, donc on avait arrêté de former les parachutistes. Il disait que notre armée n'avait pas de combattants comment dire, des nuits, des jours, des montagnes et tout ça. Il n'y avait pas ce qu'on appelle comment on appelle ça, l'élite, hein, j'ai oublié le terme qui convient. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi, on sent que l'armée, par exemple, est en nette progression. Le classement des puissances militaires a été publié, je crois, avant-hier. La RDC est placée à la 8e place. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on perd les localités? Vous-même vous posez la question, non, je sais que vous allez... Répondez-y alors. Je sais que vous allez poser la... Non, c'est à vous de poser les questions. Oui. Donc, c'est pour vous dire que oui. Je ne dis pas, je n'ai aucune prétention de dire que tout va bien
Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même des choses positives qui sont visibles et vivables, des choses qu'on peut palper du doigt. Parce que les difficultés de notre génération, de notre ère, ne sont pas que l'apanage de la RDC. Partout ailleurs dans le monde entier, il y a des problèmes. Mais il appartient aux hommes politiques de trouver des solutions parce que c'est pour cela, parce que c'est pour cela que les missions régaliennes leur sont confiées. Mais partout dans le monde, les choses sont difficiles, ça c'est vrai, c'est une évidence. Mais ailleurs, on n'a pas assez de difficultés pour prendre de transport. Ailleurs, on n'a pas assez de difficultés pour avoir accès aux hôpitaux, accès à l'électricité. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ne parlez pas de votre situation, venez parler de la situation de l'ensemble de la classe moyenne. Voilà le sens de mes questions. Monsieur Zantoto, moi je suis tout à fait d'accord. Je donne mon approbation à votre inquiétude, à vos préoccupations. Je sais qu'on a des sérieux problèmes de transport ici. Ça aussi, ça relève effectivement du leadership local, provincial. Parce que le chef de l'État, vous n'allez pas lui demander d'être président de la République en même temps et d'être également gouverneur de la ville de Kinshasa ou du Kassai-Oriental ou de n'importe laquelle province. Ça relève des compétences de ceux qui ont été désignés ou élus gouverneurs ou ministres de faire leur travail. D'accord? Parce que... Et si le travail n'est pas fait... J'arrive, vous avez posé la question. Oui. J'arrive. Parce que quand on est nommé, c'est pour répondre à un besoin. Quand on vous nomme ministre de Transport, ministre de l'économie, ministre de ceci ou cela, ça veut dire qu'il y a un besoin identifié et on scrute votre profil, on dit que c'est le profil qui convient et à partir de ce profil-là, on aura tel résultat. Ça n'est pas justement pour pouvoir remplir la fiche des membres du gouvernement, mais c'est pour qu'il y ait des solutions. Maintenant, la responsabilité, je disais ici, on ne va pas faire la querelle des responsabilités. La responsabilité appartient à ceux à qui les missions régaliennes dans des différents domaines ont été confiées. Celui à qui on a confié le travail, la mission pour nous doter des moyens de transport doit le faire. Celui à qui on a confié la gestion de la ville de Kinshasa, par exemple, doit le faire. Moi, je suis tout à fait opposé à certaines choses qui se font, bien que je sois de l'Union sacrée défendant le régime en place. Vous êtes opposé à quoi? Je suis opposé. C'est ce qui m'intéresse. Je suis opposé, par exemple, du fait qu'aujourd'hui, il y a des bouchons interminables dans la ville. Pour venir ici, heureusement, j'ai essayé de rentrer dans des petites rues. Ouais. Et la responsabilité n'incombe pas au président. Non, ça, c'est pas la... Ça, c'est pas le président. Ça, c'est pas la responsabilité du chef de l'État. C'est la responsabilité du gouverneur de la ville. Ça relève de la responsabilité du gouverneur de la ville et ses ministres. C'est à eux de trouver les solutions parce qu'ils ont compétit pour être élu gouverneur et lui, le gouverneur, a choisi des profils pour que ceux-ci soient des ministres. Donc, c'est à eux de faire le travail, de rencontrer les besoins des Kinois. Vous comprenez? Alors, si aujourd'hui, par exemple, il y a un problème de transport à Kinshasa, s'il y a un problème des routes, ça relève de la responsabilité du gouverneur. Épargner le chef de l'État de tous les reproches, parce qu'il ne peut pas être en même temps chef de l'État, en même temps être magistrat, en même temps être gouverneur. Ça, écoutez, monsieur Zantoto, vous êtes un parent, vous êtes un père. Vous laissez de l'argent à la maison, c'est à votre femme de s'occuper des enfants. Si vous revenez le soir et que les enfants n'ont pas mangé, on ne va pas dire pourquoi est-ce que les enfants, on ne va pas vous poser à vous la question, pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas mangé, alors que vous avez donné tout le moyen. Donc, c'est à ceux à qui les responsabilités régaliennes sont confiées, c'est à eux de ne pas avoir les mains tremblantes. C'est à eux de faire le travail pour rencontrer effectivement les besoins de la population. Prenons par exemple pour le cas de Kinshasa. Kinshasa est à la fois province, mais c'est la capitale, siège des institutions. Mais il faut faire la part des choses. Ça veut dire qu'il y a le gouverneur, mais il y a aussi certaines responsabilités qui reviennent au gouvernement central, notamment la réhabilitation ou la construction des grandes infrastructures routières. Ça ne revient pas automatiquement à Daniel Bouma, non? C'est pas ça? Monsieur Zantoto, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Moi, ici, je vous ai dit tout à l'heure, je récidive, pour dire que quand on confie les responsabilités aux gens, ça doit être des profils qui répondent aux besoins et qui donnent des solutions. C'est ça. Si quelqu'un, un ministre
un gouverneur soit-il, ne remplit pas sa fiche de mission, ça veut dire que cette personne n'est pas à sa place. Il faut le changer. Que voulez-vous que je dise? Il faut changer ces gens. Vous avez dit que il y a le problème d'infrastructure routière. Je vois un peu partout, le Kinshasa est redevenu un grand chantier. Bravo, mais il faut qu'on fasse en urgence. Il ne faut pas que ce soit des choses qui se font à tâtons. Il ne faut pas qu'on travaille comme si il n'y avait pas un souci. Il y a un grand souci. Il n'y a pas moyen de circuler dans la capitale parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas moyen de circuler dans la capitale parce qu'il y a des bouchons. Il faut que les gens travaillent en urgence, c'est-à-dire matin, midi, soir, il ne faut pas qu'il y ait de répit. Si on travaille de cette façon, effectivement, on va aider même le chef de l'État de dormir tranquillement. Parce que tout retombe sur lui. Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question sur ce qu'il a réalisé, ça retombe sur lui. Alors lui, il ne peut pas être en même temps, il ne peut pas être omniprésent, il n'est pas Dieu. Il appartient à ceux à qui les missions sont confiées de remplir convenablement leur mission, sinon ils ne sont pas à leur place. D'accord. Alors, j'aime votre façon de parler parce que on peut sentir que vous êtes de l'union sacrée, mais quand les choses ne marchent pas, vous le dites et c'est bien. Quelle est votre appréciation sur l'action du gouvernement provincial aujourd'hui, avec à sa tête Daniel Bumba? J'aimerais avoir un peu votre analyse sur son leadership, sur sa gouvernance, sa façon d'aborder les problèmes des Quinois. Quel est votre avis? Écoutez, monsieur Floride, vous savez, ici, vous ne recevez pas quelqu'un qui vient distribuer les points. Vous recevez un compatriote qui vit, qui se bat, qui s'est toujours battu depuis plus d'une décennie pour son pays, pour son peuple. Alors, ça, c'est l'introduction. Ça veut dire que vous voulez détruire. Non. Allez-y. Alors, monsieur Daniel Bumba est là, je crois que ça va bientôt faire une année. On voit qu'il est en train de se battre. Alors, il faut qu'il se batte. Il est en train de se battre. Oui. D'accord? Alors, il faut que les projets qui sont construits ou planifiés par lui soient des projets qui sont faits efficacement. Il faut qu'il y ait suivi. Il faut qu'il y ait une coordination. Ça, c'est théorique. Non, mais j'arrive. Vous avez posé une question. Allez-y. J'arrive. Donc, on a vu que dans la ville de Kinshasa, un peu partout, il y a des chantiers qui sont ouverts. Voyons voir. Ça sera quel type de chantier? Est-ce que ça sera des chantiers de petits pas ou ça sera des chantiers de grands pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas que ça soit des chantiers où 4, 5, 6 mois après... Vous êtes encore observateur. Moi, j'aimerais avoir... Non. Oui. Mais écoutez, monsieur Floride, je dis les choses qui se font. Oui. Je ne suis pas dans le gouvernement provincial. Ce que je dis... vous l'avez dit, vous le dites en tant que patriote. Je suis patriote, oui. Effectivement. Il va falloir que ce que Daniel Bumba et toute son équipe font comme travail soit des travaux qui rencontrent effectivement le besoin de la capitale. Parce que quand on est gouverneur de la ville de Kinshasa, il faut reconnaître l'histoire de cette capitale. Il faut se projeter. Kinshasa, dans 35 ans, sera la capitale d'un pays qui aura vécu pendant un siècle. Quel type de capitale devons-nous avoir dans 35 ans? Quel type d'infrastructure routière devons-nous avoir? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez sur toutes les grandes capitales du monde, la RDC, sa capitale, Kinshasa, est un peu en arrière. Ça, il faut se le dire. Alors, il faut de grandes planifications. Il faut qu'on sorte des tripes, des projets de planification qui font que demain, la capitale de la RDC, Kinshasa, soit une grande capitale qui attire des visiteurs, des touristes. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire des choses juste pour couvrir une plaie, hein, où on vient, on met juste un pansement, où on ne creuse pas. Il faut creuser de telle sorte que ça soit une belle ville. Belle ville veut dire quoi? Des écoles de qualité, des routes de qualité, des centres de santé de qualité. Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Et s'il est dans cette logique, bravo. Mais nous attendons bientôt, quand il aura totalisé une année, rappelez-moi, je serai peut-être capable, ou appeler ceux qui travaillent avec lui, c'est eux qui peuvent donner les véritables statistiques. Moi, je ne suis qu'un observateur. Alors aujourd'hui, j'aimerais aussi quand même descendre un tout petit peu pour ramasser certaines questions
auxquelles se pose la population. On revient sur le président de la République. Vous n'avez jamais entendu les Congolais dire, même les réseaux sociaux, les publications, où chaque fois que le président de la République est à l'étranger, ça choque les consciences, ça choque l'opinion. Vous n'avez jamais entendu les Congolais être exaspérés par rapport à ça? Monsieur Floride, effectivement, j'ai... Trop de voyages. Monsieur Floride, trop de voyages par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un canevas qui établit, bien entendu, ou qui limite le nombre de déplacements d'un chef d'État? Un chef d'État, c'est comme une sorte de tentacule. Un chef d'État, c'est un diplomate. Ça, il faut le reconnaître. Et la diplomatie ne se fait pas en étant cloisonné ou... comment il y a dire, un ministre pour ça. J'arrive. Le ministre des Affaires étrangères travaille sous la coordination de la diplomatie du chef de l'État. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Nous sommes dans un pays post-conflit ou dans un pays où il y a le conflit. Alors, ceux qui manipulent les conflits qui nous anéantit, qui nous affaiblit depuis 3 décennies maintenant, sont à l'extérieur. Donc, au Burkina Faso, il y a des conflits aussi. S'il vous plaît, ne comparez pas le Burkina Faso avec la RDC. La RDC est la conjonction. La RDC est à la conjonction des intérêts du monde. Ce n'est pas pareil avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso, ce n'était qu'un précaré de la France. Mais la RDC est, ou si vous voulez, est considérée comme le précaré du monde. C'est un marché mondial, ce pays. Vous devez connaître votre pays. Et quand vous connaissez votre pays, vous saurez comment le défendre. Donc, le chef de l'État est dans cette dimension de voyager pour les intérêts de la République. Ça n'a jamais été une partie plaisir. Vous savez, monter dans un avion, vous voyagez beaucoup également. Mais vous savez, monter dans un avion, c'est un grand danger. L'avion peut tomber. Bien sûr. Okay? L'avion peut tomber, l'avion peut se briser en l'air. Alors, s'il prend ces risques-là, c'est pour cette nation. Il faut bien entendu regarder qu'est-ce qui découle de ces missions diplomatiques qu'effectue le chef de l'État. Ça n'est pas pour le plaisir de voyager. Je crois que bien avant son arrivée et son accession au pouvoir, il a toujours voyagé. Mais maintenant, il voyage en tant que chef d'État pour chercher des solutions pour cette nation. On est en guerre. Nous sommes en guerre, effectivement. Ça, je ne le conteste pas. Je ne fais pas le déni de l'agression. Ouais, on dit que la présence du président de la République serait beaucoup plus souhaitée à l'est du pays, où lui, d'ailleurs, avait fait la promesse d'y installer à l'est son quartier général. Son quartier général. Ouais. Une promesse qu'il a faite aux Congolais qui l'ont élu. Et aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. Ça avait été fait. Vous ne pouvez pas louer ça. Ça avait été fait. Déjà? En 2020, si ma mémoire est bonne. Un quartier général. Oui, le président Tshisekedi s'était installé pendant, je ne sais pas. Non, ce n'est pas y rester. Pas lui y rester pendant un moment. Oui. Installer un quartier général. C'est différent. C'est pas différent? Bien sûr que oui, c'est différent. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Le siège de l'institution, c'est Kinshasa. Oui. OK? C'est ici le siège de l'institution. Goma, ou si vous voulez le Nord Kivu, fait partie intégrante de notre pays. Mais la parole du chef? La parole du chef, oui, je sais. Je sais. Mais nous ne sommes pas dans la stratégie. Vous et moi ne sommes pas dans la stratégie militaire ou dans la stratégie diplomatique ou dans n'importe laquelle stratégie du chef de l'État. Donc, certainement, il y a eu une étude qui avait été faite par rapport à ce besoin. Parce que lui, regardez, quand il arrive au pouvoir, il était allé s'installer au camp Tchatchi là-bas, à l'EUA. Même Kabila, qui était militaire, ne l'avait jamais fait. Donc, ça dit que quand vous dites ça, vous voulez renvoyer un message d'un peureux. Il ne l'est pas. Parce qu'il a habité. Pas du tout. Parce qu'il a habité parmi les militaires. Donc, certainement, cela répond. Donc, s'il n'a pas établi ce quartier général à Goma, certainement, cela répond à une stratégie minutieusement scrutée et étudiée et qui fait qu'il y fasse des allers-retours plutôt que de s'y installer. D'accord. Alors, le pays a toujours été vu comme l'un des pays où la corruption règne. Je crois que le président de la République, lors de son investiture, il a dit que ses actions seraient basées sur 6 axes principaux, notamment la lutte contre la corruption, l'amélioration des infrastructures. Comment vous voyez la lutte contre la corruption aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi? Mais Floride, parlons bien, comme le disait le président
Sassou Nguesso, on ne peut pas ne pas reconnaître que Félix Tshisekedi est le seul chef de l'État qui a fait la promotion de la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance. Jules Alingueté a toujours existé dans ce pays, ou si vous voulez, son institution a toujours existé. Mais jamais on a vu des chefs, des dirigeants être exposés comment dire, à la place publique par rapport à leur mégestion. Donc c'est Tshisekedi, Félix, aujourd'hui, qui a matérialisé cette volonté de pouvoir amener la RDC sur une étape, effectivement, de la réduction de la courbe de cette menace, de cette gangrène qui est la corruption. Donc, il y a des institutions qui ont été mises en place. Vous voyez la lutte contre la corruption, le fait de les exposer. J'arrive. Tout simplement. J'arrive. Il y a des institutions qui ont été mises en place. Il y a APLC, il y a IGF à qui on a donné toute la puissance pour pouvoir effectivement traquer les détourneurs. La lutte contre la corruption, le président Félix Tshisekedi en a fait un de ses chevaux de bataille et on a vu lui-même dénoncer les dirigeants véreux, hein, ceux qui s'étaient versés dans cette pratique nauséabonde. Donc ça, il faut le lui reconnaître. Donc aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, il y a eu des gens qui, derrière qui il y a les poursuites judiciaires. Donc, cette affaire de lutte contre la corruption, on ne peut pas ne pas reconnaître que Félix Tshisekedi a fait un grand travail là-dessus et il continue à le faire. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez même les programmes que nous avons avec le FMI, donc aujourd'hui, il y a dans ce qu'on appelle les fonds élargis de crédit avec le FMI, hein, cet accord où il y a 3 milliards de dollars qui sont accordés à la RDC. Donc, ça fait partie de la bonne gouvernance. Donc, ces institutions de Bretton Woods n'accompagnent pas un pays trempé dans la corruption. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, la corruption n'a jamais été un risque zéro. Partout dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, n'importe où, en Occident, ou dans n'importe lequel pays du monde, la corruption, jamais risque zéro. Il y en a toujours. Mais ici, nous devons faire, nous tous, un effort considérable pour que cette gangrène disparaisse ou soit réduite dans notre système de gestion parce que la corruption tue. Mais M. Alinguetti ressent quand même des pesanteurs. Hein? Je vais finir. Oui. Parce que la corruption, pour moi, doit être classée sous le même pied d'égalité que le crime contre l'humanité. Alors, M. Alinguetti ressent quand même des pesanteurs. Hein? Ça veut dire que... Il vous a dit ça? Non, mais il a toujours dit quand il intervient, c'est-à-dire il mène des enquêtes lorsqu'il s'agit, lorsqu'il y a les rapports de ces enquêtes et qu'il faut poursuivre par exemple un homme politique, rien n'y est fait. Je vais vous citer un cas. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Casani, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Ce qui n'est pas le cas. Mais ça ralentit ses efforts d'Alinguetti. Monsieur Zantoto, les pesanteurs politiques existent partout dans le monde entier. Nous ne sommes pas le seul pays. Mais je condamne. Il ne faut pas qu'il y ait des pesanteurs politiques quand quelqu'un est tout à fait identifié comme étant, comme s'étant versé dans la corruption. Oui. Je vais vous donner un exemple récent. Oui. Joe Biden, qui a gracié les membres de sa famille. Pourtant, les États-Unis, c'est la plus grande démocratie, c'est une vieille démocratie sur cette planète. Mais vous avez vu que Joe Biden, partant de la présidence américaine, de l'administration Biden, il a gracié les membres de sa famille et ses amis. Vous voulez vous justifier? Je ne justifie pas. Je vous donne un exemple pour vous faire voir que les pesanteurs politiques, il y en a partout. Oui. Mais nous devons condamner cela. Vous me donnez l'exemple de Nicolas Casadi. Moi, je suis respectueux de la légalité. Monsieur Nicolas Casadi, je ne sais pas si il a été blanchi ou disculpé par notre justice, mais si... Mais il y a eu des soupçons sur lui, en fait. J'arrive. Des soupçons des détournements. Je vais répondre. Oui. C'est à la justice de faire ce travail-là, de le convoquer, de le juger. Si les faits sont avérés, qu'il soit condamné, arrêté. Mais s'il est innocent, ben écoutez, qu'il soit... Mais c'est quelle justice? Mais la nôtre, cette justice-là... Elle existe pratiquement. Si. Non, monsieur Floride Zantoto, oui. La justice est tenue
par les hommes. Les hommes ont des faiblesses. Mais maintenant, un homme, en tant qu'homme d'État, comme j'ai toujours dit, moi, Henri Mutombo, un homme d'État, ce n'est pas celui qui cherche à accomplir son destin. Il accomplit le destin de la nation, et c'est en accomplissant le destin de la nation que son propre destin s'accomplit. Donc, ceux qui ont la responsabilité d'administrer la justice doivent être des exemplaires. Parce que nous avons la responsabilité de l'exemplarité. Ce sont ces gens-là qui doivent faire preuve d'exemple pour dire que cette personne est véritablement accusée et que cette personne réponde par rapport à ses actes. C'est comme également M. Matata Ponyo, qui avait, voilà, qui se défend jusqu'à ce jour. Il était, je crois, en Afrique de l'Ouest. Il avait pris son avion pour revenir ici, pour dire qu'il est venu répondre à la justice. Donc voilà, ça doit être cette justice-là, qui n'est pas une justice des forts, mais que ça soit une justice qui administre une véritable justice. Quand tu es fautif, quand tu as trempé dans la corruption, dans le détournement, qu'on t'arrête, plutôt que de privilégier les personnes parce qu'ils occupent tel stade de la vie. Alors, on a nommé une dame à la tête du gouvernement. Alors, le pays s'est félicité. C'était une première d'avoir une femme chef du gouvernement. Quelle est votre appréciation sur les actions de Mme Souminoua, particulièrement? Écoutez, et avec quel impact sur le social de la population? Écoutez, messieurs Zantoto, est-ce que nommer une femme à la tête d'un gouvernement suffit? Cela ne suffit pas. C'est une avancée sociale, parce que nous n'avons jamais eu une femme à la tête du gouvernement. Avancée sociale. C'est une avancée sociale. Oui. Alors, pour moi, j'ose espérer que c'est son profil, avant d'être femme, qui a motivé le choix de sa désignation comme première ministre. Si c'est le cas, bravo. Alors, vous voulez Ça s'est passé. Vous voulez savoir Oui. quelle est ma lecture? Oui. Moi, je crois que une première ministre, c'est une coordonnatrice. Elle coordonne les actions du gouvernement. Celui de l'économie, celui du transport, de la justice, ainsi de suite. Ressentez-vous aujourd'hui cette coordination au point que cette coordination améliore les vécus des Congolais aujourd'hui? Bon, messieurs Zantoto, moi je crois qu'elle se bat tant mieux que mal. En tant que chef du gouvernement, elle se bat pour pouvoir... Vous êtes dubitatif. Non, je ne suis pas dubitatif. J'ai votre réponse. On peut évoluer. Non, vous n'avez pas ma réponse. Ma réponse, pas celle à laquelle vous pensez. Ma réponse est celle que je viens de dire. Elle se bat tant mieux que mal parce que nous sommes dans un pays complexe. Vous savez, messieurs Zantoto, on vous mettrait à la place de cette femme. Ne pensez pas que par coup de bâton magique, vous aurez des résultats. Les résultats dans une organisation... Faut du temps. S'il vous plaît, j'arrive. J'arrive. Les résultats dans une organisation est fonction, effectivement, du temps, mais d'abord de la planification. De ce qu'on a prévu exécuter, de ce qu'on a prévu faire. C'est à l'issue d'une planification qu'on a les résultats, parce qu'on a un tableau de bord. Je vois, par exemple, avec elle, sous sa coordination, il y a le ministre de l'économie, M. Mukoko Samba, que je salue en passant, qui s'est battu avec les opérateurs économiques pour obtenir la baisse des prix. C'est ça la stratégie économique. C'est mon domaine là. Donc, quand on nomme, c'est ce que j'ai dit au départ, quand on vous confie une mission régalienne, vous devez répondre aux besoins. Ça ne doit pas être justement pour remplir une fiche de nomination. Vous devez avoir la capacité de rencontrer les besoins de la population et résoudre ceci. C'est ça ma question. C'est ça, effectivement. Oui. Donc, dans son gouvernement, il y a par exemple ce ministre que je félicite, qui a mis en place une stratégie économique et qui a produit des effets. Aujourd'hui, les mamans peuvent épargner, si elle achetait un carton de poisson, un piodi, à 90 000, aujourd'hui elle achète à 65 ou 70 000 francs. Donc, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Il y a par exemple, qu'on le veuille ou non, il y a par exemple ce ministre
pour qui vous travaillez, je ne sais plus pourquoi vous n'êtes plus avec lui, le ministre de l'Énergie. Vous étiez obligé de dire ça? Non, 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 ben, Ok, je le dis allez-y. parce que je vous voyais avec lui, mais depuis un moment, je ne vous vois plus avec lui. Ce ministre de l'Énergie, on sent quand même que c'est quelqu'un qui se déploie, qui veut que, effectivement, que la situation énergétique de la RDC s'améliore. On a besoin de gens comme ça, qui travaillent et qui font avancer la République dans le domaine dans lequel ils ont été Mais j'aurais bien propulsés. voulu vous voir évaluer l'action gouvernementale. Je ne suis pas un institut je ne suis Henri Mutombo, je ne suis pas un institut de sondage ou Mais oui, mais pourquoi vous êtes ici? je suis là, Oui. je vous réponds, Oui. je suis là pour dire des choses parce que, vous savez, quand vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui veut attribuer les points, faites attention, il faut avoir le contour, la maîtrise de tous les dossiers. Mais on a attribué à Kabila des points. Il faut qu'on vous attribue aussi des points. Mais est-ce que j'ai dit qu'on ne peut pas attribuer les points? D'accord. Mais je dis ceci. Oui. Permettez que je finisse. Vous êtes en train de parler de la dame, la première ministre. La première ministre. Oui. Donc, je disais au début qu'il se bat tant bien que mal. Il va falloir que les autres membres du gouvernement lui apportent l'effort de leur comment dire. Non, mais c'est mission. lui d'abord qui doit imprimer le leadership. J'arrive. C'est elle plutôt. J'ai parlé de la planification. Oui. C'est les autres membres du gouvernement. Elle peut donner l'impulsion. Mais s'il y a des égos, s'il y a des humeurs, s'il y a des tempéraments, les choses n'évolueront pas. Parce que moi, je connais les Congolais. Je connais le Congolais. Nous avons cette, comment dire, cette tendance, quand c'est une femme, hein, de vouloir regarder un peu de manière voilà, traditionnelle, bantou et ainsi de suite. Donc, ceux qui l'entourent, les membres du gouvernement, doivent être des hommes d'État qui se conforment, aux règles de la gestion gouvernementale, oui, pour qu'il y ait efficacité de ce gouvernement. On me dit que nous sommes à la fin de l'émission, mais alors que j'ai beaucoup de questions. Mais moi, j'aimerais poser des questions par rapport à des éléments économiques. On dit que l'inflation, le taux d'inflation en 2024 s'est situé à environ 11%, ce qui prouve que c'est une contre-performance du gouvernement. Aussi, le taux de change est passé à 2686 à 2886. Contre-performance également, les paiements de salaire qui n'est pas régulier, accumulation des arriérés. Mais voilà les éléments d'appréciation d'un gouvernement. Vous ne les avez pas cités. Allez-y. C'est quoi votre question? Ma question, c'est que évaluer ce gouvernement. J'ai l'impression que vous évaluez le gouvernement sur base d'un seul élément. Les chinchards le prix de chinchards ont diminué. C'est pas ça. Monsieur Zantoto. Oui. L'inflation dans un pays comme celui-ci, où nous ne produisons presque pas jusque-là, où tout ce que nous consommons vient de l'extérieur, notre économie est extravertie. Oui. Ça, on ne cessera de le dire. Exactement. Nous produisons très peu, nous ne consommons pas ce que nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous n'allons jamais réguler cette question-là aussi longtemps que... Mais pourquoi vous avez pris le pouvoir? Aussi longtemps, j'arrive. Aussi longtemps que le paradigme ne sera pas changé. Il faut changer de paradigme. Il y a la construction des routes, hein, des dessertes agricoles. Il y a cette planification d'interconnectivité des provinces. C'est où? C'est en train de... Zantoto, monsieur On construit les routes? Bien sûr, les routes. Ça? Mais un peu partout, au Kasaï, au sud Kivu, au nord Kivu, à l'équateur. Les routes sont en pleine construction. Nous sommes ici à Kinshasa. Monsieur Zantoto, je vous rappelle, la RDC, c'est 2 345 410 km². Oui. Donc vous et moi... Mais la Russie, c'est 9 millions. J'arrive. La Russie. Chaque nation a sa géographie. Chaque nation a sa géographie, chaque nation a ses reliefs, chaque nation a ses problèmes. La Russie, quand elle a commencé à se construire, la RDC était encore colonisée. Ça, il faut le dire. Oui. Donc, vous ne pouvez pas donner l'exemple de la Russie, comparant la Russie et la RDC. Nous sommes un pays où il y a des planifications d'anéantissement
au niveau de l'extérieur pour que ce pays ne se développe pas. Ça, vous devez le savoir. Donc, je reviens à la question que vous avez posée. Ah, donc c'est ça qui vous bloque, hein? J'arrive. Nous ne pouvons pas passer de coq à l'âne. Le problème de l'inflation, c'est le problème de la production. S'il n'y a pas de productivité, on connaîtra toujours cette affaire cette difficulté d'inflation. Il faut que les paradigmes économiques soient changés pour que nous soyons en mesure de stabiliser la monnaie. Tant que notre économie sera tournée vers l'extérieur, on aura toujours ces soucis. Même si aujourd'hui, c'est vous qui prenez le pouvoir, même si c'est moi qui prends le pouvoir aujourd'hui, tant que cette difficulté ne sera pas transformée en opportunité économique, en opportunité d'évolution, oui, on connaîtra les mêmes soucis. Donc ici, il est question de pousser notre gouvernement, qui est le vôtre également, parce qu'il travaille en votre faveur. Quand vous achetez le carburant, il y a une part de subvention que le gouvernement prend. Donc, ce sont effectivement des éléments sociaux que le gouvernement met à la disposition de son peuple qu'il faut saluer. Donc, tant que ces questions ne seront pas abordées de manière efficace et avec audace, nous allons toujours continuer à patauger dans les difficultés. Nous allons toujours nous vautrer dans ces difficultés que vous et moi sommes en train de vivre. Henri Mutombo, acteur politique, chercheur en fiscalité, vous avez été... Et en géostratégie, écrivain également. Écrivain, oui, vous êtes écrivain aussi, voilà, il faut préciser. Merci, vous avez été l'invité de notre émission. On a fini. Déjà, nous avons atteint les 40 minutes. Et merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et merci beaucoup. Je voudrais placer un mot pour dire à nos frères qui sont à l'aide de la République, nous sommes ensemble. Nous savons que cette guerre a commencé depuis 30 ans maintenant. Et nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons nous unir les uns aux autres. Nous devons bannir le conflit ethnique. Nous devons bannir le repli identitaire. Nous devons regarder de l'avant, se tenir main dans la main pour construire un État fort. Parce que nous en avons la capacité, nous en avons surtout les moyens. Mais ce qui nous manque, il faut que nous soyons des âmes déterminées à faire de cette RDC celle que Frantz Fanon avait vue et dit, que la RDC a la forme du revolver, l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve au Zaïre à l'époque, aujourd'hui Congo. Donc, nous sommes une très grande nation. J'encourage notre armée. Je demande à nos militaires, aux patriotes, de se mettre au devant de se mettre au front, au devant du combat pour vaincre l'ennemi parce qu'ils en ont les moyens, et aussi aux traîtres d'être identifiés et d'être éliminés. Je voudrais placer un mot pour finir. Rapidement, on a fini. Rapidement, je voudrais placer un mot pour finir. Je vais dire au chef de l'État, Monsieur Kagame a tué Abiyarimana. Il n'hésiterait pas. Je pense qu'il planifie aussi votre élimination. Pourquoi est-ce que vous ne planifierez pas son élimination? Parce que c'est comme ça. Voilà. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi avec Floride. À très bientôt et avec le même plaisir. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'Inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alingueté, mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances, la direction de l'IGF, sur fonds propres, vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitère le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations.
À son tour, M. Jules Alingué était de répliquer « Ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. » Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances.